Moi, c'est Pierre-Marc Lefebvre. On est au Mont Mégantic. Vous pouvez mal le voir, je pense, avec les lumières. Regarde. Non, ben je veux pas éclairer le ciel. C'est ça. C'est ça, là, c'est Recule-toi, Pierre-Marc. Là, c'est un petit peu Recule-toi encore. Là, c'est un petit peu ennuagé. Parce que là, il y a beaucoup de nuages, puis on voit mal. Mais ça devrait se dégager, qu'ils disent. Bon, c'est ça. Là, on va aller voir les Perséides. Bye bye! Non, je vois pas, mais tu sais c'est pour un bout? OK. Hey, salut! Ça va? Si la réponse, c'est la bonne. Ça te rappelle du Cape Cod? Hey, papa? Oui. Quelque chose il n'enregistre pas. Papa, arrête. Il y a une place quelque part. En tout cas, elle va te le dire pendant la journée. T'enregistres? T'enregistres? Place que tu marches, je pense que ça dure 1 heure à la Ah oui? Il y avoir des bons souliers. Des bouteilles d'eau. Je me suis dit, c'est ça, les bouteilles d'eau, je pense, dans le sac noir. On va se bien informer. Les planètes ne font pas de lumière comme les étoiles, mais elles réfléchissent une partie de la lumière qu'elles reçoivent du Soleil. Étant donné que tu expliques ça, je vais changer un peu notre angle de vue pour te permettre de continuer sur le même sujet. Tiens. Ah oui, merci Bernard. Pour la Lune, c'est le même principe. La lumière qu'on voit, c'est la lumière du Soleil qui est réfléchie sur la surface de la Lune. La différence ici, c'est que la Lune, ce n'est pas une planète, parce qu'elle tourne autour de la Terre, pas autour du Soleil. Le diamètre de la Lune est 4 fois plus petit que celui de la Terre. Pour se faire une idée, si la Terre était grosse comme une orange, comparativement, la Lune aurait environ la taille d'un gros raisin. Stella, je vais pas te pousser dans le dos, mais là où on regarde, où le jour est en train de se lever,
Si on voit le soleil se lever, on a beau être à l'astrolabe, on ne verra plus l'étoile. Bernard, c'est toi qui me dis ça. Ok, j'allume. Ce que Stella veut vous dire, mesdames et messieurs, c'est que le soleil, C'est une étoile. Effectivement, le soleil, c'est l'étoile la plus proche de la Terre. C'est pour ça que le soleil nous apparaît beaucoup plus gros et plus brillant que les autres étoiles. Mais il faut dire aussi que le soleil est beaucoup plus gros que la Terre. Alors, pour se faire une idée de sa grosseur, on va revenir à notre orange de tantôt. Donc, si la Terre avait la taille d'une orange... Le soleil serait encore plus gros qu'un pamplemousse, mesdames et messieurs. Même beaucoup plus gros qu'un chou. Encore plus gros qu'une citrouille. Et même d'une grosse citrouille, là. T'es déchaîné aujourd'hui, Bernard. Mais t'as raison. Par rapport à la Terre, le Soleil est vraiment beaucoup, beaucoup plus gros. En fait, le diamètre du Soleil est 110 fois plus gros que celui de la Terre. Donc, si la Terre était grosse comme une orange, le Soleil aurait à peu près la taille d'un immeuble de 3 étages. Les gens dans la salle, je ne sais pas si ça vous impressionne, mais moi, je ne m'habitue pas. C'est vrai que c'est impressionnant. Puis en plus, le Soleil est une étoile de grosseur moyenne. Il y a des étoiles qui sont jusqu'à 400 fois plus grosses que notre Soleil. Tiens, le soleil se couche. Façon de parler, évidemment. On dit ça en raison du mouvement qu'on observe. Mais pour comprendre comment ça se passe réellement, on a justement une petite vidéo à vous présenter. Jusqu'à la Renaissance, il y a environ 500 ans, tous étaient convaincus que la Terre était le centre de l'univers. D'après ce système, le Soleil et toutes les planètes tournaient autour de la Terre. Il aura fallu attendre les travaux de scientifiques comme Copernic, Kepler, puis Galilée pour décrire correctement le système solaire. Nous savons maintenant que le système solaire compte 9 planètes de taille variée qui pivotent sur elles-mêmes. En raison de la force de gravité, les planètes tournent également autour du Soleil, chacune sur une orbite qui lui est propre. Par exemple, la Terre met toujours une année pour compléter son orbite autour du Soleil et elle prend une journée pour faire un tour sur elle-même. C'est d'ailleurs cette rotation qui nous donne l'impression que le Soleil se lève et se déplace dans le ciel. La plupart des planètes ont des satellites naturels qui tournent aussi en orbite autour d'elles. La Terre possède un satellite, la Lune, qui met environ un mois pour faire le tour de la Terre. Bon, à première vue, tout ça peut paraître bien loin de nous autres. Mais c'est qu'on est des habitants du système solaire, donc ça nous concerne. Justement, on vient de recevoir un enregistrement vidéo de l'astrophysicien Hubert Reeves. C'est ce qu'il nous dit aussi à propos du système solaire. Ah oui? Et puis on écoute ça. Le Soleil, c'est notre étoile, et autour du Soleil tourne aussi une quantité de planètes, d'astéroïdes, de comètes, de satellites. Tous ces astres forment ce que nous appelons le système solaire, et nous sommes les habitants du système solaire. C'est là que nous habitons, c'est notre lieu, et tous ces astres comme nous dépendent du Soleil, les événements, la naissance, la vie et la mort du Soleil conditionnent évidemment tout ce qui va se passer dans le système solaire. Tout ce système solaire est né en même temps, il y a environ 4,5 milliards d'années, et va durer aussi longtemps que durera le Soleil, c'est-à-dire environ encore 5 milliards d'années. Votre panique dans la salle, vous avez entendu M. Reeves, notre Soleil est encore bon pour un autre 5 milliards d'années. Ça ramène au fait que les étoiles ne sont pas éternelles. Elles naissent, elles vivent, puis elles meurent. Et si Stella veut nous parler de ça, moi je sais où vous emmenez. Un des meilleurs endroits pour vous parler de la vie des étoiles, c'est la constellation d'Orion. Là, il y a des étoiles de tous les âges. Ça, c'est une bonne idée. Alors moi je dirais plutôt une autre bonne idée. Mais il faut dire qu'à l'œil nu, on voit qu'un groupe de 7 étoiles. Alors qu'avec le télescope, on découvre tout un monde. Exact. Ça, c'est en raison de la distance qui nous sépare de la constellation d'Orion. Par exemple, dans une partie de cette constellation, il y a la nébuleuse d'Orion. Elle se trouve à environ 1650 années-lumière de la Terre. Ça aussi, ça m'impressionne, les années-lumière. Ça revient à dire que la nébuleuse qu'on observe présentement, on la voit telle qu'elle était il y a 1650 ans, étant donné que la lumière qu'on en reçoit, elle a pris 1650 ans pour arriver jusqu'à nous.
Stella, t'es meilleur que moi pour expliquer ça. Vas-y donc, ça vaut la peine de faire une parenthèse pour que tout le monde comprenne bien. T'as raison. C'est pas évident pour tout le monde, mais c'est pas très compliqué, vous allez voir. Dans l'espace, la lumière voyage à la vitesse d'environ 300 000 km à la seconde. Une année-lumière, ça représente donc la distance que la lumière parcourt pendant un an. Autrement dit, environ 300 000 km multipliés par autant de secondes qu'il y a dans une année. Pour être précis, ça donne 9,461 multiplié par 10 puissance 12 kilomètres. Oui, ou à peu près 9500 millions de kilomètres. Puis ça, c'est la distance juste pour une année-lumière. Mais rendu à ces valeurs-là, on n'arrive plus à se représenter ce que c'est vraiment. Je vais faire une comparaison. Par exemple, la lumière qui nous arrive du Soleil prend environ 8 minutes pour faire le trajet jusqu'à la Terre, alors que de la nébuleuse d'Orion à la Terre, on l'a vu, le trajet dure 1650 ans. Et donc, plus on reçoit de la lumière qui vient de loin dans l'univers, plus on observe le passé. C'est tellement vrai que certaines étoiles qu'on observe sont déjà éteintes depuis longtemps. Mais on ne le sait pas encore parce qu'on continue de les voir en raison du temps que leur lumière prend pour venir jusqu'ici. Fin de la parenthèse. On peut revenir à la vie des étoiles. Certainement, je t'arrange ça. Donc, les étoiles, comment ça naît? Vous allez voir, ça n'a aucun rapport avec les abeilles et les oiseaux. Si Bernard nous montre la nébuleuse d'Orion, c'est pas un hasard. C'est un endroit qu'on surnomme une pouponnière d'étoiles parce qu'il y a une grande quantité d'étoiles qui sont en formation, comme ce qu'on voit ici par exemple. On va simplifier les choses un peu pour expliquer comment naît une étoile. Dans l'espace, et ici en particulier, il y a des énormes nuages de poussière et de différents gaz comme l'hydrogène et l'hélium. En raison de la force de gravité, toutes les étoiles ne meurent pas de la même façon. En bonne partie, ça dépend de leur masse. Ben tiens, parle-nous donc des supernovas. Je me doute de ce que tu veux faire, Bernard. Méfiez-vous dans la salle. Hein? Quoi? En tout cas, OK. Une supernova, c'est comme un type de mort. Mais pour mourir en supernova, il faut qu'au départ, l'étoile ait une très grosse masse. Donc, une étoile beaucoup plus grosse que le Soleil. Disons au moins 10 fois la masse du Soleil. Quand une étoile devient une supergéante rouge, la température de son noyau augmente de milliards de degrés. Et quand l'étoile se trouve à court de carburant, là, les forces intérieures et extérieures ne sont plus en équilibre. L'étoile se contracte d'un seul coup. J'étais sûre que tu allais nous faire ce coup-là encore aujourd'hui. C'est plus fort que moi. Excusez-moi dans la salle, n'empêche que, mis à part le bruit d'explosion, là, c'est comme ça que ça se passe. Bernard a raison. Une supernova, ça explose d'une façon épouvantable en projetant de la matière puis des gaz à travers l'espace. C'est d'ailleurs cette poussière d'étoiles qui est à l'origine des nouvelles étoiles. Et de nous-mêmes, pas de poussière d'étoiles, pas d'humains. T'as raison. Il n'y aurait pas une supernova qu'on pourrait aller voir? Un petit moment, s'il vous plaît. Ici, je pense... oui, c'est ça. Mesdames et messieurs, je vous présente la supernova 1987A. Quand l'explosion est terminée, dans certains cas, la force de gravité agit sur ce qui reste de l'étoile, puis les débris deviennent extrêmement compacts. Ça, c'est encore au-dessus des effets d'un trou noir. C'est comme ça que leur existence a été déduite. Si vous le voulez bien, on va quitter un peu Orion pour revenir plus près de chez nous. J'ai dit tantôt que le Soleil n'est pas assez gros pour mourir en supernova. Alors, comment va-t-il s'éteindre? Les scientifiques nous disent qu'un jour, dans quelque chose comme 5 milliards d'années, le Soleil va atteindre le stade de géante rouge. Le Soleil aura probablement 200 fois son diamètre actuel. Et ça veut dire qu'il va devenir tellement gros qu'il va englober les planètes les plus proches, y compris la Terre. Ayez pas peur, il n'y a pas d'explosion ce coup-là. Comme le Soleil n'a pas une grosse masse, pour une étoile, je veux dire, au lieu d'exploser comme une supernova, il va brûler tout son hydrogène. Au bout de millions d'années, la force de gravité va amener son noyau à s'écraser sur lui-même. Et rendu à ce stade-là, le Soleil va devenir blanc et à peu près de la taille de la Terre, donc une taille naine quand on parle des étoiles, d'où le nom donné à ces étoiles des naines blanches. Éventuellement, le Soleil va émettre de moins en moins de lumière, se refroidir, puis devenir complètement noir. C'est sûr que la vie du Soleil est importante pour nous autres, mais on a juste à regarder le ciel pour se rendre compte qu'en fait, c'est une étoile comme il y en a des tas. Hein? En parlant de tas,
qu'on observe ici, c'est un tas d'étoiles qu'on appelle un amas globulaire. Un amas globulaire, ça peut compter des centaines de milliers d'étoiles regroupées ensemble en raison de la force de gravité. À une plus grande échelle, par exemple, s'il s'agit d'un regroupement de millions ou même de milliards d'étoiles, on va parler de galaxies. Autrement dit, mesdames et messieurs, au moment même où je vous parle, non seulement on est des habitants de la Terre, puis non seulement on est tous des habitants du système solaire, mais en plus, on est des habitants d'une galaxie. C'est bon, ça! Notre Soleil, avec son cortège planétaire, est une des quelques centaines de milliards d'étoiles qui tournent autour du centre de notre galaxie. Notre galaxie, c'est la Voie lactée. C'est-à-dire, nous sommes les habitants de la Voie lactée, comme nous sommes les habitants du système solaire. Les étoiles ont un rôle particulier à jouer dans l'univers. C'est à l'intérieur des étoiles que sont constitués, par des réactions nucléaires, tous les éléments chimiques carbone. Les étoiles ont tendance à se tenir ensemble pour former des galaxies. Eh bien, les galaxies aussi se tiennent en groupe. C'est ce qu'on appelle des amas. Vous n'avez pas idée comme ils ont cherché longtemps pour trouver ce nom-là. En tout cas, la Voie lactée, par exemple, fait partie d'un amas d'au moins 30 galaxies qu'on appelle l'amas local. Dans l'amas local, une des galaxies la plus près de la nôtre est la galaxie d'Andromède. La plus près, oui, mais quand même à 2,5 millions d'années-lumière. C'est aussi l'objet le plus loin qu'on peut observer à l'œil nu. Pour revenir aux amas de galaxies, il y en existe de beaucoup plus gros. Par exemple, l'amas de la Vierge, dont fait partie l'amas local, contient pas moins de 2500 galaxies. À leur tour, les amas se regroupent dans l'univers en super-amas. Stella, parle-nous donc des bibliothèques. C'est tellement une bonne comparaison. À tout le moins, ça nous fait prendre conscience de la grandeur infinie de l'univers, puis ils sont tellement loin qu'on ne sait pas exactement à quelle distance ils se trouvent. Mais les scientifiques s'entendent pour dire que ce sont les objets les plus loin de nous qu'on puisse observer. Tantôt, on parlait du temps que prend la lumière pour voyager. Les quasars les plus éloignés sont tellement loin que quand leur lumière a débuté son voyage vers nous, notre Soleil n'existait pas encore. Quant aux humains, on n'en parle même pas. Il faut bien dire que l'être humain est d'une apparition très récente sur la Terre, à l'échelle de l'univers. L'être humain tel que nous le connaissons a quelques centaines de milliers d'années, ou plus 1 ou 2 millions d'années, alors que l'univers en a 15 milliards. Et pourtant, cet être qui est arrivé très récemment, par sa propre puissance, met aujourd'hui en cause, menace aujourd'hui la vie sur la planète elle-même. C'est là le drame que nous vivons aujourd'hui. Nous sommes une grave menace à la poursuite de la vie sur la Terre et il nous revient à nous de voir à ce que notre existence, notre interaction ne menace pas, ne détruise pas ce que l'univers en 15 milliards d'années a élaboré. Moi, je m'habitue toujours pas. C'est tellement grand et tellement merveilleux, l'univers. Mais dans les faits, malgré la grandeur de l'univers, c'est seulement dans notre atmosphère, cette petite ligne jaune qu'on voit autour de la Terre, qu'on peut vivre. Mais s'il y a peut-être d'autres planètes semblables à la nôtre dans l'univers, elles sont beaucoup trop loin pour qu'on puisse s'y rendre. Donc, pour nous, la Terre, elle est unique. Oui, et ce qui est merveilleux aussi, c'est qu'à partir de notre petite Terre, les humains ont découvert autant de mystères sur l'univers simplement en observant le ciel. Dans le fond, c'est comme si on habitait tout l'univers par notre pensée, par notre esprit. Alors, ce qui se produit... Un, deux. Par exemple, si on prend la Terre, ça a une masse, et c'est cette masse-là qui fait qu'il y a une gravité qui contient au sol. Quand vous marchez, vous pouvez essayer de sauter, mais vous allez toujours revenir sur la Terre. Parce que la gravité de la Terre, elle est trop forte pour que vous soyez capable de vous en échapper. On sait que pour quitter la gravité de la Terre et partir en orbite, il faudrait avoir une vitesse de 11 km par seconde. Nous, en tant qu'êtres humains, on n'est pas capable de le faire, mais on arrive à faire des navettes spatiales qui vont à ces vitesses-là et qui quittent l'orbite de la Terre.
avait une Terre qui était plus dense, il y avait plus de matière dans le même volume, la force de gravité serait plus grande, et à ce moment-là, la vitesse nécessaire augmenterait elle aussi. Plus un corps est dense, plus la vitesse d'échappement doit augmenter. Pour un trou noir, la vitesse d'échappement est tellement grande qu'elle dépasse la vitesse de la lumière. Alors, seul un corps qui irait plus vite que 300 000 km par seconde pourrait s'en échapper. Et ça n'existe pas. Alors, il n'y a rien qui sort d'un trou noir, au-delà d'une bulle qu'on va appeler l'horizon des événements. On ne sait rien de ce qui se passe à l'intérieur du trou noir parce que toute l'information qui essaie d'en sortir est ramenée vers le centre. Il n'y a qu'au centre un petit point qui contiendrait une masse extraordinaire. C'est ça le trou noir. On ne peut pas les voir, mais on peut observer des effets gravitationnels, parce que je vous ai dit que la Terre nous tient en place. Alors, les gros trous noirs supermassifs vont avoir des effets sur les étoiles autour d'eux. Par exemple, ils peuvent aspirer la matière d'une étoile. Il peut y avoir un système double. Une étoile avec un trou noir. Ce sera pas long, je te reviens tout à l'heure. Alors, une étoile peut tourner autour d'une autre étoile. Et ça, on observe ça fréquemment dans notre galaxie. Et si on observe une étoile qui tourne autour de rien, c'est parce qu'elle tourne autour d'un trou noir. Il y a de la masse. Ça ne peut pas tourner dans le vide. Ça répond à votre question? Oui? Comme on dit qu'un trou noir, c'est comme une étoile. Oui. Le Soleil, c'est une étoile, on tourne autour, donc on est comme les satellites du Soleil. Est-ce qu'un trou noir, ça peut avoir des satellites? Oui, comme je disais, justement, on peut observer une autre étoile qui tourne autour d'un trou noir. Alors, c'est comme un satellite du trou noir. Là, je suis à côté de l'observatoire principal. Ça, c'est le lac Mégantic. Ça, c'est 2 des 4 étoiles les plus importantes dans l'univers. Comme vous voyez, l'habillement de Pierre-Marc, c'est froid, mais à comparer de la nuit dernière, c'est la Floride. C'est le télescope qu'on va aller visiter. Ça, c'est la navette dans laquelle on est monté. On est à un peu plus de 3000 pieds d'altitude ici. Là, on est à l'intérieur du dôme. Ça, c'est le télescope. Oui, mais ça, c'est le professionnel, c'est pas le populaire. C'est ça. Ça, c'est le plus gros Au Canada. au Canada qui est accessible au public. Pas celui-là, c'est l'autre qui est C'est ça. C'est ça. Bonjour, c'est moi, c'est Pierre-Marc Lefebvre. J'ai devancé un petit peu mes parents, mais c'est pas grave. Il y a un monsieur Il fait un petit peu froid, mais écoute, monsieur. Donc, le télescope, c'est celui-là. Donc, le télescope de 1,60 m, c'est la partie qui est en blanc. Donc, la structure telle quelle, qui supporte le fameux miroir de 1,60 m de télescope. Donc, au bout, vous voyez, il y a un petit lin noir. Ça contient le miroir secondaire. Et c'est à partir de là que la lumière rentre. Donc, la lumière part du bout, descend jusqu'à la base, jusqu'où vous voyez les fils. À ce moment-là, c'est le miroir qui est à cet endroit-là. Donc, la lumière est réfléchie vers le deuxième miroir, qui est le secondaire, d'où la lumière provenait. Et à ce moment-là, la lumière est réfléchie une deuxième fois, et on retourne jusqu'à la base encore une fois. Donc, pour observer,
il faut que le miroir ait un trou à l'intérieur, de façon à laisser passer la lumière jusqu'au bout. Où vous voyez les appareils qui sont là, une caméra CCD et la boîte en question noire qui est un polarimètre. Donc à ce moment-là, on n'observe pas à l'œil, c'est les instruments qui vont faire l'observation. Ils vont détecter l'information. Je vais prendre un... Là, tu es devant, OK? Si tu tournes un petit peu à gauche... À gauche? Oui. Tu veux dire par là, là? Oui. C'est à gauche, là? La grosse gauche qui est là. Ouais. C'est la direction du mont Washington. Ah. OK. Si tu es à peu près... Si tu calcules que complètement là-bas, là. Vire-toi là-bas, en arrière des arbres, là. Juste ici, là, ça, c'est la direction du mont Washington. Washington? Juste là, c'est le New Hampshire. Okay. Donc, on est passé là-dedans, nous autres, en vacances. Tu vois-tu Montréal? Ensuite, en avant de toi, il y a une petite montagne, juste là, ici, là. Juste ici, là. Oui. Ça, c'est la montagne noire. Elle a 815 mètres. OK. Juste à côté, tu vois un paquet de villages, une sorte de village, là. Ouais. Ça, c'est le village de La Patrie. OK. Ensuite, si tu t'en viens ici, là, tu vois, juste ici au bout là, de nos petits arbres, il y a comme une butte qu'on voit très claire. Ça, c'est la montagne des Coos. Elle a 675 mètres. OK. Puis le plateau qui est ici, là, qui est sur la montagne, ça s'appelle le plateau des Chicots. OK. Dans le fond, on voit une certaine... Où la montagne des Coos, là, sur à peu près de 10 degrés, la largeur de mon poing. Tu vois une certaine série de montagnes au loin, là-bas. Il y en a un pic plus élevé, c'est pour ça que ça descend. Ça, c'est les parcs du Mont Offord. Ah, oui. OK? Ensuite, si tu t'en viens plus par ici, tu vois une petite montagne juste ici, au pied de ça, là, est très claire. Oui. Avant la plaine, comme on pourrait dire, c'est le pain de sucre. 655 mètres. Juste en arrière du pain de sucre, dans le fond, les montagnes du fond, c'est le mont Stokes. 655 mètres aussi. Ensuite, si tu tournes par là-bas, il y a un autre village qu'on voit là-bas. Ça, c'est Scotttown. On a passé là hier. Puis, passe un petit peu puis en arrière de Scotttown, tu vois une montagne comme surélevée, on dirait un petit volcan. C'est le mont Ham. Il y a 716 mètres. Quoi, les lignes sont où? On les voit-tu d'ici? Avec des températures comme ici, là, il y aurait de la vie sûrement.
Non, il y aurait peut-être... Ce serait de la vie aquatique parce que c'est rien que de la glace qu'il y a là. Si les températures sur Pluton étaient comme les nôtres, ça serait plein d'eau. Ce serait rien qu'une grosse océan. Ça enregistre? Bonjour! Allô? C'est moi, c'est Pierre-Marc Lefebvre. Tout à l'heure, on était dans l'observatoire d'ici, on ne le voit pas, mais c'est super gros. Ça pèse 24 tonnes rien que le télescope. Le dôme, lui, il pèse 13 tonnes, puis c'est déjà en aluminium, donc c'est déjà très très lourd. Une fois, il y a eu des problèmes, il avait peur que le dôme arrache à cause du vent, parce que la porte était ouverte, il y a eu du vent, puis là, ça pognait dans le dôme, puis là, ça pognait dans le dôme, et après ça, ben, eux autres, ils avaient peur que ça s'envole, ça fait qu'ils ont fermé la porte, puis là, il n'y avait plus d'observation. Puis là-dedans, des fois, il fait moins 90, fait que moi, j'irai sûrement pas observer là-dedans. Ici, il fait une température, je dirais, 10 Celsius, puis c'est correct. Bye bye! Là, on marche autour de l'observatoire qui est public. C'est ici qu'on